Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation Voyage. 4 fenêtres ouvertes chaque jour sur le monde, c'est le principe. Et c'est parti. Nous irons à Bogota aujourd'hui. Perchée à 2600 mètres d'altitude, la capitale de la Colombie doit beaucoup à cet homme, l'architecte Rogelio Salmona. Il a su fondre ses créations dans l'ambiance tropicale de la région, ce sera notre inspiration. Ici, la modernité arrive avec Rogelio Salmona, qui s'appuie sur la brique. Mais notre modernité n'est pas la modernité européenne. C'est une modernité aux formes courbes, généreuses, sensuelles. Je suis venu pour récolter mon kava et l'apporter au Nakamal, la salle commune de notre village, pour le boire avec des membres de la famille qui sont venus pour une circoncision. Le kava, c'est une boisson à base d'une plante typique du Pacifique. Elle a le pouvoir de ralentir le temps et de libérer l'esprit. Ça vous intrigue? Tant mieux, car on ne manquera pas de tremper nos lèvres dans cet héritage. Après ça, vous ne refuserez pas une petite part de sklantrausis. C'est une tarte typique de la Lettonie, une tarte à la purée de carottes pommes de terre. Sa recette intrigante, ce sera dans Papille. Voyons quel goût ça a aujourd'hui. C'est bon? Yes. Enfin, à côté d'Angers, nous flânerons dans le domaine de Pignerol et vous découvrirez qu'à près de 150 km de l'océan, s'est étonnamment déroulée une bonne partie de la bataille de l'Atlantique. Vous en saurez plus dans l'incontournable. Et tout de suite, c'est la devinette qui concerne Beethoven aujourd'hui. Tous les novices du piano se sont frottés à sa lettre à Élise, mais savez-vous pourquoi Beethoven doit aussi une fière chandelle à une autre femme, Nanette? Nanette Streicher n'a malheureusement pas eu de composition à son nom, pourtant cette native d'Augsbourg a été essentielle dans la vie de Beethoven. Plus qu'une amie, c'est presque une mère de substitution pour lui. Elle s'occupe de son linge sale, de son intendance, mais c'est pour une autre raison que Nanette aurait pu avoir droit à sa lettre à Nanette, laquelle, je vous le révélerai tout à l'heure. Pour le moment, on a rendez-vous au petit matin sur les hauteurs de Bogota, dans une maison absolument dingue. Vous allez voir, elle est signée Rogelio Salmona, l'un des architectes colombiens les plus marquants du XXe siècle. C'est l'inspiration. Pour entrer dans ma maison, j'entre sous terre. Et pour en sortir, je monte au ciel. C'est un poème maya qui a inspiré cet endroit. Salmona voulait que sa maison ne se voie pas dans le paysage, qu'elle soit presque imperceptible, et que dans chaque espace, les sens soient mis en éveil, afin que la végétation et la nature soient ce qui captivent les visiteurs. Cette nature vigoureuse des Andes colombiennes invite à un face-à-face quotidien avec le cosmos. L'architecte franco-colombien Rogelio Salmona fait de la géographie insensée de Bogota un manifeste. Respecter la suprématie du décor. À partir des années 1960, il ancre la quasi-totalité de ses œuvres dans cette mégalopole singulière, la capitale politique du pays, en équilibre à plus de 2600 mètres. Élève de Le Corbusier, Salmona puise dans l'exubérance du paysage tropical andin sa propre modernité. Artiste engagé, il ouvre la ville, la dessine plus juste, un vœu chevillé au cœur, accorder le beau au bien vivre. Né à Paris en 1929 d'un père hispano-grec et d'une mère française, Rogelio Salmona est biberonné à la diversité. Mais quand sa famille s'exile à Bogota pour fuir l'Europe à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à lui. Une ville cosmopolite, foisonnante, en pleine croissance. Rogelio Salmona llega a vivir a Bogotá cuando tenía 3 años de edad. Rogelio Salmona est venu vivre à Bogota à l'âge de 3 ans avec sa famille, ses parents et son frère. Sale a la calle a jugar. Il jouait dans la rue, il voyait les montagnes de sable et les empilements de briques. Il prenait beaucoup de plaisir à voir la ville se construire.
Bogota s'est faite vraiment brique par brique. Les gens, à l'époque, se transmettaient cette tradition de génération en génération, l'art de travailler la terre argileuse, comment la cuire et comment produire ces petites briques qui ont permis d'ériger ces immenses ouvrages. C'est vraiment très beau, car plus de 70% de cette ville a été construite par ses propres habitants. Et ces briques sont du coup comme des armes sociales. Elles ont aidé les femmes et les hommes d'ici à créer leur Bogota. Étudiant à l'Université nationale, la plus socialiste des facs de la ville, Rogelio Salmona prend conscience des inégalités qui se creusent. Cette jeune nation conservatrice n'a jamais connu de réforme agraire ou de véritable alternance politique. L'assassinat du leader du parti libéral, Jorge Gaitán, en 1948, espoir de la gauche colombienne, pousse l'apprenti architecte à quitter son pays d'adoption. Pendant 9 ans, Salmona fait ses armes en France auprès d'un avant-gardiste qui repense l'habitat collectif. Il entre à l'atelier Le Corbusier. À son retour à Bogota, en 1957, Salmona, à tout juste 28 ans, décroche son premier chantier. Les tours du parc, des centaines de logements sociaux à bâtir sur un terrain vague coincé entre la place Taurine et les contreforts andins. Ces tours vont tout changer. C'est une véritable révolution. La construction des tours commence en mai 1968. Donc, en termes historiques, c'est extrêmement symbolique pour nous. Ici, la modernité arrive avec Rogelio Salmona, qui s'appuie sur la brique. Mais notre modernité n'est pas la modernité européenne. C'est une modernité aux formes courbes, généreuses, sensuelles. Ces tours, qui semblent observer les arènes de Bogota, forment une géométrie singulière. C'est comme si elles s'étaient assouplies au fil de leur construction pour faire une révérence aux arènes, à la Bogota moderne, à cette plaine tropicale, mais aussi aux montagnes derrière nous. Dès lors, Salmona a le vent en poupe. Ses projets accompagnent l'émergence d'une classe moyenne, avide de plus de confort. Pendant près de 20 ans, une alliance politique entre la gauche et la droite colombienne facilite les investissements publics dans la santé, l'éducation, les infrastructures. Mais dans la capitale, les fractures sociales perdurent. Violent et malfamé, le centre, traversé par la rivière San Francisco, se paupérise. Quand on traverse la rivière, au nord de la ville, on trouve les terres les plus riches. C'est là qu'il y a les plus hauts revenus de la capitale. Tandis qu'au sud se trouvent les quartiers paysans et ouvriers, les plus pauvres. Avec l'aménagement de la rivière dans les années 90, l'architecte réussit un tour de force. Adoucir la ségrégation spatiale de cette capitale chaotique de plus de 5 millions d'habitants, tout en offrant le luxe rare d'une promenade piétonne. Le rôle de cet ouvrage, c'est de dessiner un trait d'union, de créer un lien entre les habitants des quartiers nord, les touristes et les paysans qui vont jusqu'au monastère de Monserrate. Entre tous ceux qui empruntent le chemin le long de cette rivière, il y a une forme de porosité sociale qui se crée et qui crée une nouvelle culture de Bogota. L'eau est un élément essentiel dans ses œuvres. Et dans celle-ci,
L'eau, c'est la transparence, le reflet. Elle représente la vie. Elle représente pour nous l'une de nos principales richesses. Elle nous relie à la jungle, elle nous relie aux ancêtres. D'une certaine manière, elle fait de cette œuvre quelque chose de naturel. Quand nous la dessinons, nous avons l'impression de dessiner un paysage plus qu'un objet architectural. En un demi-siècle, le maître d'une architecture humaniste signe près d'une centaine de projets à Bogota. Portés par une mairie progressiste, les Archives de la Nation, la Bibliothèque Virgilio Barco et la Faculté de sciences humaines de l'Université nationale promeuvent l'idée d'un bien commun. L'architecture en Amérique latine est un acte politique, en plus d'être esthétique ou culturel. En Colombie, à la violence sociale se greffe la douleur d'une guerre civile de plus en plus sanglante. À la fin du siècle, le conflit qui oppose les milices marxistes des FARC à l'armée colombienne et aux paramilitaires d'extrême droite endeuille le pays et n'épargne pas la capitale. La situation était très difficile. Le conflit avait entraîné une augmentation extrême de l'exode rural et une accélération de la croissance démographique en ville. Salmona a essayé, par son architecture, de répondre aux besoins de la population. Et pour lui, une des solutions, c'est d'ouvrir l'espace. Parce qu'ouvrir l'espace, c'est s'ouvrir au savoir. Rogelio Salmona a réfléchi à l'éducation toute sa vie. La question pour lui était de savoir comment enseigner avec l'aide de l'architecture. Nous avons, nous les Colombiens, pour la plupart, étudié dans des écoles de tradition chrétienne, qui sont des lieux fermés, avec de longs couloirs étroits, des cours fermés ou tournés vers l'intérieur. Dans son architecture, au contraire, il s'agit d'amplifier l'espace, de lui donner de l'élasticité. Par exemple, dans ce bâtiment, il y a l'intention d'effacer les limites du lieu. On entre dans un patio semi-ouvert, ce qui donne l'impression d'être à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Comme vous pouvez le voir, les étudiants de toutes les facultés viennent dans ce bâtiment pour s'amuser, danser, papoter, lire un bouquin. Ce bâtiment génère donc toute une série d'activités, de rencontres inattendues, de surprises. En regardant ce bâtiment, comme beaucoup d'œuvres de Salmona, vous vous rendez compte que c'est notre géographie tropicale qui permet une architecture ouverte, car nous sommes sur la ligne de l'équateur. Il est très intéressant de voir à quel point il n'impose pas une vision issue du savoir qu'il a acquis dans le monde européen, mais plutôt une compréhension de la réalité, de la géographie, du paysage colombien et latino-américain. Rogelio Salmona rejette jusqu'à la fin de sa vie, en 2007, la facilité d'une architecture hors sol, réplicable à l'infini. Dans sa maison manifeste de Rio Frio, à la lisière de la ville, il traduit l'identité latino-américaine en volume. Il déclare son amour à ses racines andines, aux traditions précolombiennes et coloniales. De cet attachement à l'histoire et à la terre, se dégage une force, comme un appel à la résistance. Il s'agit simplement de mettre en valeur ce qui existe déjà, les éléments autour de nous. Comme disait Garcia Marquez, je n'invente rien, j'écris ce que je vis. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des matériaux chers, imposants, importés de l'étranger. Car avec des choses simples, des matériaux de la région, on peut créer un espace vraiment singulier. Lorsqu'il s'est rendu au Mexique pour la première fois, et quand il a découvert Uxmal, il a été littéralement fasciné. Dans l'architecture mexicaine et précolombienne,
Il y a partout ces toits qui s'abaissent et puis qui s'élèvent et permettent de contempler le cosmos, la nature. Ça l'a beaucoup inspiré. Dans cette maison, il rend hommage aux montagnes, avec cette géométrie qui n'a rien d'agressif et qui se fond si bien dans le paysage, à tel point que lorsqu'on approche de la maison, on n'est pas certain qu'elle existe. Et puis il y a ce jardin. Il représente la mémoire, l'expérience partagée, notre amour. Ici, il y a tout ce que nous avons vécu ensemble, ce que nous avons traversé, les graines, les plantes que nous avons rapportées de nos voyages, tout ce dont je me souviens avec émotion quand je me promène ici. C'est toute notre vie que ce jardin raconte. Si Rogelio Salmona a construit maisons, musées, bibliothèques en Colombie, Manuela Beltrán, elle, a construit l'histoire du pays. C'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Sa statue accueille les visiteurs d'une université de Bogota qui porte son nom. Sur le socle, on peut lire « intrépide, courageuse, visionnaire, idéaliste et patriote ». En Colombie, elle est une héroïne, Manuela Beltrán, présentée comme la première femme colombienne à s'élever contre le pouvoir espagnol. Figure connue dans tout le pays, on la retrouve sur un timbre et elle a donné son nom à de nombreux établissements scolaires. Tous les livres d'histoire racontent ses exploits. En 1781, Manuela Beltrán tient un commerce dans la ville de Socorro. Fille de paysan, elle est pourtant l'une des rares à savoir lire. Quand les autorités publient un édit pour annoncer une nouvelle hausse d'impôts, c'est elle qui le lit à l'Assemblée des villageois. Mais les impôts, on n'en veut plus, basta. Manuela déchire l'édit en criant « Longue vie au roi, abat ce gouvernement !» Après quoi elle prend la tête d'une longue marche jusqu'à la capitale, Bogota. C'est la révolte des Comuneros, première étape de l'indépendance du pays, 29 ans plus tard, en 1810. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire de Manuela Beltrán est remise en cause. En mars 2023, un important quotidien colombien titrait « Manuela Beltrán, l'héroïne qui n'a jamais existé ». Les historiens ont eu beau chercher, les traces sont rares. Il y a bien quelques certificats de baptême qui font mention d'une Manuela Beltrán, mais ça ne prouve pas qu'il s'agit de la Manuela Beltrán. La seule trace écrite datant de l'époque des événements, c'est la transcription d'un document signé par le maire de Socorro et qui dit en substance l'avoir reconnu dans un groupe de manifestants. Dans le courant du 19e siècle, après l'indépendance, il faut réinventer le pays. Celui qui s'appelait Nouvelle-Grenade change plusieurs fois de nom avant de devenir Colombie. Mais il faut aussi réécrire son histoire, sans les Espagnols. Qu'elle ait existé ou non, Manuela Beltrán a façonné l'imaginaire de la Colombie, qui pour son roman national se choisit une héroïne, une femme qui prend les armes. Alors on dit merci qui? Merci Manuela Beltrán. Vous savez que je n'hésite jamais à goûter ce qu'on me rapporte de voyage, sauf que dans le cas du cava, j'aurais peut-être été à deux doigts de danser sur les tables en philosophant si je l'avais testé pour vous. Le cava, c'est une boisson qui fait planer le Vanuatu, et c'est l'héritage. C'est la plante liée au peuple mélanésien, à son histoire et à ses rêves. Au Vanuatu, en plein cœur de l'océan Pacifique, le cava est un breuvage pour la nuit. Il engourdit les lèvres, ralentit le corps, mais pas l'esprit. Il fait flotter un style de la philosophie. Un peu comme une drogue, mais une drogue douce. De celle qui recouvre le monde extérieur d'un halo de sérénité et que l'on boit d'une traite. Ni hallucinogène, ni stupéfiant, le cava ne génère apparemment pas de dépendance, contrairement à l'alcool. En plein boom aux États-Unis, il est pourtant interdit dans d'autres pays occidentaux où l'on associe sa consommation à un risque d'empoisonnement du foie.
Les hommes blancs, quand ils boivent du vin ou d'autres boissons fortes, ils deviennent nerveux, ils hurlent, ou ils vont chercher la bagarre, ou encore tu les entends dire des insultes. Mais avec le kava, ce n'est pas du tout comme ça. Quand un homme boit du kava, il reste calme, il parle correctement, il dort bien, il mange bien. Sa douceur amère, au goût terreux, a sans doute éteint nombre de conflits, voire de guerres. Le kava n'est pas seulement une boisson pour les Nivanes, nom donné aux habitants de l'archipel du Vanuatu. La plante contient l'esprit du lieu, c'est leur langue, leur mémoire commune. Et sans doute la raison pour laquelle les gouvernements coloniaux l'ont interdite. Cette plante a non seulement échappé à l'emprise coloniale, mais elle a aussi permis au peuple mélanésien de survivre et de résister. Depuis l'indépendance du pays, en 1980, le kava est devenu un art de vivre qui a ses adeptes dans toutes les couches de la société. Comme le symbole d'une identité nouvelle, retrouvée, désormais émancipée. L'origine du kava est un mystère. La racine est récoltée dans tout le Pacifique. Les premiers voyageurs occidentaux, comme le capitaine James Cook, la mentionnent dans leurs écrits. Pour certains, le kava est originaire d'Indonésie, voire de Malaisie. D'autres y voient une plante endémique du Vanuatu et plus précisément de l'île de Pentecôte, où beaucoup s'accordent à dire que le kava est ici meilleur qu'ailleurs. Le kava fait partie de la coutume. Le rituel veut que quand les hommes viennent au village, on les accueille avec un kava. On se réunit, on discute ensemble, et le kava nous permet d'avoir des conversations profondes. Dans les replis de la montagne, la forêt de Pentecôte est sillonnée de chemins étroits, à peine visibles. Au bout de chacun se cache un jardin, non pas à l'anglaise ni à la française, mais sinueux et mélangés. Ils sont secrets, semés sans ordre de kava par la main de l'homme. Le kava est issu des racines de l'arbre du même nom. Dans certaines îles, elle est broyée dans un mortier en pierre. À Pentecôte, on l'écrase en se servant d'un pilon en corail appelé passis. Ce passis, quand tu prépares le kava, tu le tournes comme ça. Tu le tournes comme ça. Ça veut dire, comment vous dire? C'est comme l'organe sexuel de l'homme qui rencontre l'organe sexuel de la femme, duquel le kava tire son origine. Tous les soirs, le passis entre en action. Mais dans la coutume de Pentecôte, la femme ne peut pas boire du kava. Elle ne peut pas en boire puisqu'elle est elle-même à l'origine du kava. Pour produire le breuvage, dont la légende attribue l'origine à une femme, la méthode est la même partout. Une fois le kava haché, il est toujours mélangé à de l'eau, puis malaxé, filtré et essoré jusqu'à obtenir cette mixture poivrée et enivrante, le kava, dont les racines du mot signifieraient « amer ». Sur l'île de Tanna, la plante, employée depuis plus de 3000 ans, accompagne autant les grands moments de la vie que le quotidien des hommes. Le moment du kava est aussi une sorte de prière afin de demander une bonne récolte, la venue d'un enfant ou une bonne santé.
Je suis venu pour récolter mon kava et l'apporter au Nakamal, la salle commune de notre village, pour le boire avec des membres de la famille qui sont venus pour une circoncision. Ces branches du kava, je vais les nettoyer et les mettre à la place de celui-là, que je vais déterrer. Et la prochaine fois, je les enlèverai et j'irai les planter dans un autre jardin. Ce kava est tout juste mûr pour être bu. Le bon âge pour un kava, c'est 3 ans. Quand tu le bois, tu sens un effet puissant. Il est fort. Mais si tu choisis un kava d'1 an ou 2, il ne sera pas aussi intense. Un kava de 3 ans, c'est un kava bien chargé. C'est celui-là qui est bon. Le kava, paraît-il, a besoin de cette pénombre. Peut-être en souvenir du couvert de la forêt humide ou à cause de l'esprit qu'il contient. À la fin du XIXe siècle, la puissance de son aura effraie les Européens dès leur arrivée. Les missionnaires occidentaux l'aperçoivent comme une drogue diabolique. En 1905 est instaurée la loi de Tana, extrêmement répressive. La loi de Tana est une loi qui s'appliquait seulement aux habitants de l'île de Tana. Elle était la seule autrefois. Quand le christianisme est arrivé, il y a eu cette loi qui disait qu'on ne devait plus suivre la coutume et qu'on devait arrêter de boire du kava. Ensuite, les anciens se sont demandé comment ils allaient vivre s'ils abandonnaient la coutume. Autrefois, pour ceux qui vivaient suivant la tradition, le kava, c'était leur vie. Si le kava a failli se perdre complètement, c'est toute la culture tanaise qui est condamnée en bloc. Dès l'année suivante, en 1906, la France et le Royaume-Uni décident de mettre en place une administration conjointe. La prohibition s'intensifie, les colons européens rejettent cette boisson infernale dont la consommation parvient malgré tout à se maintenir de manière confidentielle. En parallèle, on importe de l'alcool qui remplace les rites du kava et entraîne des conséquences désastreuses sur les relations entre Nivan. La violence éthylique fait son apparition. Il faudra attendre les années 70 pour qu'un groupement indépendantiste réveille les valeurs ancestrales. Le kava refait surface. Il devient non seulement le symbole de la conquête populaire, mais également le ciment identitaire qui unit le peuple. Dans la capitale, à Port Vila, l'affluence commence à la tombée de la nuit. Partout, sur les routes, une loupiote allumée signifie que le breuvage est prêt. Les hommes du quartier d'Enslar se retrouvent chez Willy Ben Kalmaz pour boire le kava dans une obscurité de grotte. Moi, j'ai grandi avec le kava, depuis petit jusqu'à aujourd'hui, maintenant que j'ai des cheveux blancs. Lorsque j'ai fini l'école, j'ai tout de suite tenu un bar à kava. J'ai eu ma femme, mes enfants, j'ai toujours continué à faire du kava. Cela m'a permis de payer les frais de scolarité de chacun d'entre eux et j'ai 5 enfants qui vont à l'école. Donc je peux vraiment dire que le kava a changé ma vie. C'est la réalité de tout le monde ici. Le kava aide beaucoup de familles, car le kava génère beaucoup de revenus pour notre économie. Au moment de l'indépendance, en 1980, la jeune nation Nivan se doit de trouver des ressources. Le kava est alors vanté pour ses vertus thérapeutiques et devient la boisson nationale. Il est aujourd'hui l'un des produits d'exportation les plus importants du Vanuatu.
Et maintenant, j'entends que les gens font de nombreux produits dérivés à partir du kava, comme des tablettes de chocolat ou du savon, j'en ai vu en ville. Donc désormais, ils transforment le kava et cela lui a donné encore plus de valeur. Beaucoup de voyageurs viennent boire du kava et ça leur plaît. C'est souvent une première pour eux. Et moi, je suis content quand je vois des hommes blancs, des Indiens, des Asiatiques. Ici, en ville, la lumière du Nakamal peut rester allumée jusqu'à 1 ou 2 heures du matin, voire 24 heures sur 24. Donc les gens boivent vraiment beaucoup de kava. Si tu restes à la maison, tu vas t'ennuyer. Tu n'auras pas d'amis, tu vas t'ennuyer. Mais quand tu vas au Nakamal, tu rencontres du monde et même si tu ne connais personne, quelqu'un te dira « Hé, viens boire un verre ». Ensuite, vous discuterez, tout ira bien, vous aurez fait connaissance. Autre symbole de sa démocratisation, le bar à kava accueille à présent les femmes, traditionnellement exclues du rite. Ici, à Port Vila, les femmes aussi en boivent beaucoup. Elles en boivent même plus que certains hommes. Et désormais, les femmes boivent en public. Elles s'en fichent. Donc c'est bien, elles boivent du kava et peuvent elles aussi se détendre. Souvent, boire du kava est associé à un acte de crachat, symbole de l'accord total entre l'être et la nature. Sous l'emprise du kava, certains buveurs rêvent éveillés et partagent leur vision. On dit que les ancêtres s'expriment à travers eux. Et le kava fait que dans de nombreux endroits, il n'y a plus de problème. Pas d'alcool. En effet, l'alcool crée des problèmes. Le kava change beaucoup de choses dans le bon sens. Il peut changer la vie pour instaurer la paix et maintenir la paix tout le temps. Aujourd'hui, les sacs de cette plante qui donne la paix attendent sur les plages. Le cargo local vient les ramasser pour les emporter à Port Vila, d'où ils sont envoyés vers tous les pays où l'on consomme le breuvage, en Océanie, mais aussi en Australie, aux États-Unis et même en Allemagne. De plus en plus, le kava séduit le monde moderne et appelle les sociétés pressées à ralentir. La recette de papy procure-t-elle les mêmes effets que le kava? Notre cuistot va peut-être nous le dire. On rejoint tout de suite Datsé en Lettonie. Elle va cuisiner en famille le dessert national letton, le sklandrausi. Nous sommes en Lettonie, à Jonsnikeri. Pour faire des sklandrausis, on a besoin de farine de seigle. Ici, il y a les champs de seigle de mon frère. Cette variété locale est appelée kaopo. Eggers, nous avons besoin de farine de seigle. Pas de problème. Voilà les grains de seigle que je vais moudre. Je vais passer la farine 2 fois dans la machine pour qu'elle soit plus fine. La farine est prête, telle que tu en as besoin. Tu peux aller cuisiner. Merci, merci. On va commencer par nettoyer les pommes de terre et les carottes. Ma mère va m'aider. Il y a plusieurs années, il y a environ 20 ans, j'ai commencé à cuisiner des sklandrausis. Maintenant, ma fille a pris la relève et je l'aide toujours un peu. Le sklandrausis est le plat national du nord de la Courlande. Ils ne les font comme ça nulle part ailleurs en Lettonie, seulement dans cette région. Je vais maintenant faire cuire les carottes et les pommes de terre. Puis on va les refroidir pour en faire de la purée.
Maintenant, je vais préparer la pâte. La pâte doit être dense pour qu'on puisse la rouler et que les bords de la tarte puissent tenir bien droit. Donc ça va être une pâte dense, proche de celle du pain. Je fais des skalandrausis toutes les semaines et tous les vendredis, je vais les vendre au marché local de Dundaga. Maintenant, je roule les petits bords de la galette. Ça ressemble à une petite clôture. C'est pourquoi on l'appelle parfois la tarte clôture. J'utilise mes doigts. Elle doit faire entre 1 et 1,4 cm et 14 cm de diamètre. La prochaine étape consiste à faire bouillir de la semoule avec du lait. Celui-ci est bio et vient de notre ferme. La consistance doit être assez dense. On va mettre un peu de beurre. Je vais aussi ajouter du sucre dans les carottes, car la garniture doit être sucrée. J'ai incorporé la semoule aux pommes de terre et j'assaisonne avec un peu de cumin et de sel. Et maintenant, je vais tout mélanger en ajoutant du lait pour que la purée soit élastique. Allons mettre la garniture de pommes de terre dans nos tartes. Les skalandrausis sont prêts, venez manger. Prends-le avec les mains. C'est toi qui vas goûter en premier. Je pense qu'on s'en est bien sorti. C'est comestible. Voyons quel goût ça a aujourd'hui. C'est bon? Je suis contente. C'est réussi. Allez, on se dirige à présent vers Angers et on a fait une découverte surprenante dans le parc de Pignerol. Je vous laisse être recueillis à votre tour. C'est l'incontournable. Aux portes d'Angers, le château au style néoclassique de Pignerol vit dans la quiétude de son vaste parc boisé. Mais en pleine promenade, les badauds pourraient être surpris. Entre les arbres s'élèvent d'imposants bunkers, stigmates de l'incroyable histoire de ce château, pris dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale. Pour la retracer, Christophe Marquet, président de l'association du Mémorial des bunkers de Pignerol, nous emmène en 1939, alors que la guerre vient de commencer. Hitler a envahi la Pologne le 1er septembre 1939. Agression. Eh bien, Léon Noël, qui est ambassadeur en Pologne, l'ambassadeur français, avait connaissance ici d'un château, d'une belle villégiature, loin des frontières, puisque c'est déjà la guerre à l'Est. Et donc, en décembre 1939, nous allons accueillir le gouvernement de Pologne. Et au-dessus du château de Pignerol, vous avez le drapeau polonais. Et Pignerol va devenir la capitale de la Pologne. Le président en exil, Władysław Radziwiłł, mobilise depuis Pignerol près de 80 000 Polonais pour combattre les nazis aux côtés des Français. Mais quelques mois plus tard, en mai-juin 1940, la France est submergée par la Blitzkrieg de l'armée allemande. Les Allemands envahissent la France. En 3 jours, ici, ils vont prendre possession d'Angers. Angers est déclarée ville ouverte. Les Polonais doivent fuir.
Donc ils vont partir en exil à Londres. Les Allemands réquisitionnent le château pour loger des officiers. Il est ensuite transformé en camp de repos pour les équipes des redoutables U-boats, ces sous-marins qui font régner la terreur dans l'Atlantique sous les ordres de l'amiral Dönitz. Il faut choyer cette main-d'œuvre, les faire durer le plus longtemps possible, et donc on choisit Pignerol, entre autres, pour en faire un lieu de repos, pour que les équipages prennent des forces. Donc ils vont jouer au handball, au football, ils vont profiter de la piscine. Les femmes de joie vont certainement venir ici. Pendant les permissions, ils pourront aller bien sûr sur Angers ou voire sur Paris. C'est l'alcool, enfin c'est des soldats qui vont se reposer et reprendre des forces. Après, on va reconstituer des équipages pour repartir au combat. Mais plus qu'une base de repos, Pignerol devient un lieu stratégique. Harcelée sur les côtes françaises par la marine britannique, la Kriegsmarine allemande y installe en 1942 son poste de commandement des U-boats, à l'abri, à moins de 150 km des côtes. Pour protéger cette base, 600 ouvriers réquisitionnés érigent une dizaine de bunkers et des baraquements tout confort pour loger 1000 soldats. Ça va être vraiment une station radio-marine. Donc imaginez dans le stade bunker, l'énorme mastodonte ici à Pignerol, 1500 m² avec parfois des murs d'épaisseur de 3,60 m, où il y avait des salles des cartes, il y avait des salles de situation où les Allemands pouvaient diriger et voir la progression de leurs sous-marins. Sous ces bunkers se joue une partie de la bataille de l'Atlantique entre Winston Churchill et l'amiral Dönitz. C'est ici que les ordres transitent depuis Berlin vers la côte grâce aux infaillibles machines Enigma qui codent les messages. Mais les Allemands ignorent que le match est truqué, car les Alliés possèdent un mathématicien de génie. Alan Turing, un Britannique, avait cassé les codes de cette machine, et donc on pouvait écouter les messages et les conversations des Allemands. Ils se sentaient en sécurité, étaient très bavards sur les ondes, mais on les écoutait. Trop heureux de connaître les plans de la Wehrmacht en amont, les Alliés se gardent bien de bombarder Pignerol. Les Allemands, eux, ont perdu leur supériorité maritime et ils ne peuvent empêcher le débarquement. Une fois la Normandie gagnée, la 3e armée américaine cible le château de Pignerol. 9 août 1944 exactement, l'approche de l'armée Patton. Les Allemands ici vont prendre peur, vont miner le parc, vont incendier principalement les installations comme le stade bunker et vont fuir. Le château, le parc et les constructions allemandes sont miraculeusement épargnés. À quelques kilomètres, Angers, meurtri par les bombardements, se retrouve à la fin de la guerre dans une situation effroyable. Beaucoup de gens ont tout perdu, et puis des anciens prisonniers qui vont revenir, des démunis, des délogés. Et donc, en pleine crise de logement, on va choisir Pignerol pour le transformer en cité d'urgence de relogement. 1000 personnes sont installées dans les baraques allemandes à Pignerol. L'ancien QG des sous-mariniers change de visage. Les Allemands ont laissé derrière eux des baraques dans lesquelles ils vivaient, avec tout le confort à l'époque. Donc il y avait une quarantaine. Il y avait une station d'épuration, il y avait une rivière qui traversait le parc. Certains bunkers ont servi ils appelaient ça des cabanes, des sortes de petites réserves pour mettre le grain, le vin, etc. L'église va être dans l'orangerie, il va y avoir des écoles de garçons et écoles de filles, une petite supérette, il y avait un poste de police, un club de foot, la piscine qu'ont laissé les Allemands, et cette piscine qui était une des rares piscines qu'il y avait à Angers. Les enfants de la cité d'urgence jouent dans les bunkers, sautent dans la piscine et arpentent le parc jusqu'en 1964. Après 18 ans à Pignerol, les familles sont finalement relogées à Angers. Les bunkers, eux, sont un temps transformés en abri anti-atomique pour le président de Gaulle en cas d'attaque nucléaire soviétique, avant d'être abandonnés à la végétation. Retour à la devinette. Tout à l'heure, je vous demandais pourquoi Nanette Streicher avait été essentielle dans la vie de Beethoven, alors qu'elle est totalement tombée dans les oubliettes. Eh bien, parce que c'était l'une des meilleures fabricantes de claviers en Europe au XIXe siècle. Son père, déjà, avait fait évoluer le pianoforte. Mozart en était fan. Mais Nanette s'est avérée être aussi douée que lui dans la fabrication des pianos. Quand elle reprend ses ateliers, elle devient l'une des plus grandes entrepreneuses de Vienne. Beethoven était son ami, elle faisait ses courses, reprisait ses chaussettes, mais c'est bien sur ses pianos, à elle, qu'il a composé ses plus grandes œuvres. Je vous dis à très vite pour de nouveaux voyages. Bis bald.